Donc, Monsieur Moreau, bonjour. Bonjour. Donc, pour cette vidéo, on va parler un peu de la polémique incessante autour du voile, de la question de l'islam en France. Donc, comment est vue cette question depuis Moscou, cette question du voile là, qui a agité Alors déjà à Moscou, il y a très peu de voiles, donc c'est pas tellement, je dirais, un sujet. Ça ne dérange personne. La plupart des voiles qu'on voit, c'est plutôt des, je dirais plutôt des voiles entre guillemets, hein, parce que je suis pas spécialiste de la question, mais sunnites, c'est-à-dire que bon, le visage emballé avec une tête de hamster, c'est pas très joli. Moi j'aime bien le voile iranien, je trouve ça avec les cheveux qui dépassent, je trouve ça après même ça un peu même un élément de séduction. Mais donc c'est pas un sujet. Vous allez dans des républiques qui sont l'islam est majoritaire. Là c'est vrai que vous allez en Tchétchénie, les femmes sont voilées. Mais c'est pas, encore une fois, ça choque pas plus que ça, parce qu'à côté de ça, en plus, les gens sont habillés correctement. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé dans cette affaire du voile. Moi, c'est pas le voile en tant qu'instrument religieux qui m'embête, parce que déjà, je pense, et ça a prouvé, c'est que cette femme-là revendique son voile. C'est même un élément de puissance. Par rapport à l'incident entre Monsieur Odoul et cette jeune mère de famille, je ne crois pas qu'on la force à mettre un voile. Je n'y crois pas. Cette semaine, j'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. À côté de moi, il y avait une jeune fille voilée. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle était forcée de mettre son voile. Voilà, donc ça j'y crois pas. Je pense en revanche que c'est un instrument pour montrer sa puissance et un instrument identitaire. Je pense aussi que, et ça c'est possible, que c'est aussi un système de protection, parce que vous habitez dans certains quartiers, si vous n'avez pas de voile, vous pouvez vous faire embêter. Donc du coup, c'est un peu comme la burqa. J'ai des amis qui avaient servi en Afghanistan, ils m'ont dit, mais de toute manière, la burqa, c'est un système de protection, parce que sinon, ils vont se faire, les hommes vont se jeter sur une femme qui sera pas comme ça, pas dans tout l'Afghanistan, mais c'était comme ça. Et c'est ça, effectivement, c'est dans la civilisation française, on a estimé que l'homme était capable de contrôler ses pulsions. Donc c'est de l'amour courtois, que c'était même un jeu, que c'était voilà. Je pense que dans d'autres civilisations, ils ont estimé que non, l'homme n'arriverait pas à se contrôler, donc il fallait emballer la femme pour qu'elle soit, qu'on voit pas ses formes, qu'on voit pas son visage, mais en l'occurrence, moi, ce qui me dérange, c'est pas en tant que signe religieux, c'est que c'est pas français. Et pas plus que le boubou bleu turquoise, la djellaba ou l'accoutrement de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. On n'est pas sur un marché à Bamako, donc il faudrait qu'elle s'habille correctement. Par exemple, Condoleezza Rice n'était pas ridicule comme donc le problème, je dirais, c'est même pas une couleur de peau, c'est voilà, c'est un style, c'est que ça n'a rien à faire dans le paysage français. Donc moi c'est ça qui m'a embêté. Ensuite, moi j'ai trouvé que cette dame était avec son voile, donc qui a su se victimiser comme on en a l'habitude. Moi, j'aurais trouvé bien plus intelligent d'ailleurs de sa part, c'est que comme son fils, évidemment, ça fait pleurer son fils, c'est ce qu'elle a dit. Si elle avait retiré son voile en disant « Désolé, monsieur Odoul, je voulais pas vous choquer », là, monsieur Odoul, c'était terminé. Et non, elle l'a gardé, elle l'a maintenu, c'est une militante. Donc c'est voilà, c'est ça qui m'a et après donc, du côté de monsieur Odoul, bon déjà il y a un problème, c'est d'où parle-t-il, et c'est une figure du courant homosexualiste à l'intérieur du Front National, il a posé à la tête de les couvertures de magazines homosexuels, etc. Donc en plus même vis-à-vis de ces gens-là, c'est en fait c'est dit regardez, on se fait attaquer par entre guillemets par un sodomite qui nous insulte, etc., etc. Et donc, cette communauté qui adore se victimiser, et dire qu'en fait, regardez, les Occidentaux sont des dégénérés. Une mère de famille contre un Occidental dégénéré. Voilà. Et donc nous, pour reprendre le terme d'Éric Zemmour, dont on a parlé dans la vidéo, nous, les hommes catholiques, blancs, patriarcaux, hétérosexuels, on doit regarder ce match. On regarde ce match
qui ne nous concerne pas, parce que c'est la gauche qui a fait venir, qui a créé ces deux... qui a voulu nous subvertir avec, d'un côté, une immigration de masse, c'est ça le véritable problème, et de l'autre côté, l'homosexualisme. Et donc, voilà, ils sont en train de se disputer entre eux. Ce qui était lunaire aussi, c'est que Odoul invoque la laïcité, et il dit, oui, que pendant qu'il y a des femmes en Iran qui se battent pour retirer leur voile, etc. De quoi je me mêle. Je veux dire, en plus, je croyais que le Front National, on avait évoqué ça à l'époque avec Émeric Chopran, qui se mêlait des affaires du Venezuela et de... voilà. Soit on a un parti souverainiste et on s'occupe de ses oignons, pour parler familièrement, soit on est un parti de gauche, donc gauche donneur de leçons idéologiques à la Emmanuel Macron, et là, effectivement, on va expliquer aux femmes iraniennes qu'elles enlèvent le voile, etc., etc. Donc son approche était, j'ai trouvé ça un peu grotesque, voilà, et puis voilà, et puis d'où parle-t-il, ça va pas... Alors il veut faire maintenant de la lutte contre l'islamisme homophobe une priorité nationale, a-t-il dit. Dans les banlieues. Dans les banlieues, c'est-à-dire qu'il s'inquiète de la montée de l'homophobie dans les banlieues chez les musulmans entre eux. Donc c'est quand même, c'est étrange comme... Mais voilà, c'est-à-dire que, bon, c'est une espèce de courant national gauchiste, en fait, et qui est toujours dans l'idée de, on va aller... il faut résoudre le problème de l'immigration. C'est ça. Il n'y aurait pas de problème d'islam en France s'il n'y avait pas de problème migratoire. Faisons un peu d'histoire. 1862, la France n'a plus de colonies. On est parti, il n'y a quasiment plus aucun territoire qui est notamment sur le continent africain, musulman. Donc en fait, en 1962, la France va se doter de l'arme nucléaire. Elle a un complexe militaro-industriel qu'elle a toujours de haute volée, un des principaux, un des plus puissants au monde. Elle a une armée, elle a une économie qui lui permet de la maintenir. C'est à peu près le cas de toutes les grandes puissances européennes, entre guillemets, blanches. Donc le monde musulman n'a aucun moyen de nous menacer, mais pas le quart d'une demi-seconde. Si on prend les 3 pays musulmans les plus avancés technologiquement et militairement, on va dire la Turquie, l'Iran et le Pakistan, qui a arme nucléaire. Le Pakistan n'a pas d'ambition territoriale sur la France, l'Iran non plus, c'est même nos alliés contre les terroristes en Syrie, et la Turquie a d'autres chats à fouetter avec ses Kurdes voilà. Donc en fait, militairement, l'islam ne peut pas nous menacer. Donc pourquoi on a un problème aujourd'hui d'islam en France? À cause de l'immigration. Voilà. Le problème, il est là. Et après, il y a effectivement, de cette immigration, nés des problèmes qui n'auraient pas dû naître, c'est-à-dire les problèmes vestimentaires, problèmes religieux, que je nie pas, c'est incontestable. Oui, mais d'autant qu'on a, comment dire... on a comme alliés géostratégiques les puissances du Golfe qui utilisent qui font du soft power islamiste et wahhabite auprès des populations musulmanes qui sont présentes en France, qui au départ ne sont même pas wahhabites. Et en fait, même cette mode du voile actuel qu'on voit, ce n'est pas le voile traditionnel des pays d'origine de ces populations-là, c'est un voile qui vient des pays du Golfe, en fait. Donc c'est une sorte de néo-islam. C'est de quête identitaire, voilà. De quête identitaire, parce qu'effectivement ce sont des déracinés. On avait déjà fait ce parallèle avec la Russie. Le gros avantage de la Russie, c'est que ces musulmans ne sont pas des déracinés. Le Tchétchène a sa terre de Tchétchénie, le Daghestan, le Daguestanais, le Tatar au Tatarstan. Voilà. Et donc il y a de l'espace, et les gens ne sont pas des déracinés. Et là, ils s'inventent des origines. Et moi, je pense qu'il serait du devoir, d'ailleurs, de tous les leaders d'opinion musulmans, parce que si un problème, c'est que dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Eh bien, ce serait eux de dire, écoutez, le voile, ça embête les Français. Retirez-le, s'il vous plaît. Voilà. Je vous conseille de le faire. Je comprends que c'est un instrument de pudeur, on peut faire ça. C'est à eux de le dire. C'est pas à nous de faire un effort. Voilà. C'est à eux de faire un effort. De toute manière, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que pour les mondialistes qui les ont fait venir, c'est du bétail. Mais nous aussi, on est du bétail. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se trouver une identité qui n'en est pas une. Et puis, parce que si vous faites une loi sur le voile, par exemple, déjà, appliquer, ça va être un enfer. C'est impossible. Mais dans ce cas, il faut aussi faire une loi contre les boubous bleu turquoise, les djellabas, voilà. Et le problème, c'est que le mieux, ce serait
quand même d'arriver à convaincre. Mais quand un État s'attaque à une religion, il renforce cette religion. En fait, quand un État s'attaque à une croyance, il va renforcer la croyance de ces gens, et d'autant plus s'il le fait avec l'angle d'attaque de défendre l'homosexualité ou de défendre des choses antinaturelles. Donc est-ce que nous, nationalistes, on ne devrait pas prendre à bras-le-corps ce problème, et plutôt que d'être à chaque fois dans la réaction, ou dans la peur, ou dans le phénomène, le phénoménologique, quoi, de voir le voile, on ne devrait pas prendre le problématique de l'islam et de dire, voilà, nous, nationalistes, on va définir ce que doit être la politique de la France pour l'islam et pour les musulmans en France, avec certains musulmans. Et en fait, on peut arriver à une politique assez simple, c'est-à-dire arrêt de l'immigration, réduction des stocks d'immigration, décroissance migratoire, et favoriser des élites musulmanes qui vont dans notre sens, et les autres, les empêcher. Ce qui est fait en Russie, finalement. Oui, tout à fait. Ce qui se fait systématiquement en Russie, et qui aboutit après à ce que, en Tchétchénie, on a, on va dire, un islam d'État qui se confronte aux islamistes et aux... C'est ça, c'est la marche, les Tchétchènes aujourd'hui, c'est la marche de l'Empire, entre guillemets, vis-à-vis du monde islamique radicalisé. Et d'ailleurs, mais ça d'ailleurs c'est intéressant, c'est que c'est aussi une politique qui a été menée à l'époque soviétique. Lorsque les soviétiques interviennent en Afghanistan, ils envoient délibérément, alors ça marche pas très bien en fait finalement, mais des troupes musulmanes. C'est pas du tout comme c'était présenté dans la propagande occidentale à l'époque, notamment avec la bête de guerre, le char. C'est pas du tout le russe raciste qui arrive. C'est totalement délirant par rapport à l'imaginaire russe en plus. D'ailleurs, les communistes ont été beaucoup plus durs vis-à-vis des orthodoxes que vis-à-vis des autres religions. Parce qu'ils n'en avaient pas peur. C'est ça, exactement. Parce qu'ils n'en avaient pas peur. Et donc, aujourd'hui, délibérément, lorsque les Russes ont aidé à la reprise d'Alep, ils ont envoyé patrouiller des Tchétchènes, parce que c'était des musulmans sunnites, et que donc, voilà, et de toute manière, il y a aussi un problème, et ça, bon, c'est aussi un problème d'apparence physique. Ramzan Kadyrov voulu couper la barbe, il ressemble à un russe en fait. Voilà, c'est un peu rouquin, mais globalement c'est vrai que chez nous, si on part toujours du principe du général de Gaulle que la France, en tout cas à la base, est un pays de race blanche, c'est vrai que et je comprends très bien la réaction quelquefois hystérique des Français qui invoquent la laïcité, voilà, parce qu'ils en ont marre. Et que pour eux, au moins, on va essayer de les faire reculer, pour une fois, les faire reculer sur le voile, interdire, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une fixation étrange, parce que sur cette question du voile, si on arrive dans une ville française contemporaine, enfin, c'est pas le voile qui choque en premier, c'est le remplacement de population. Oui, c'est ça, voilà. Et quel que soit le type de population. Exactement, qu'il y ait un voile ou pas, honnêtement, chaque fois que je prends le RER entre Charles de Gaulle et Paris, le problème c'est pas le voile, le problème c'est qu'on n'est pas en France. Parce que, mais ça, bon, après, ça c'est une définition de la citoyenneté aussi qui est née de la Révolution française et de la gauche. C'est-à-dire, en gros, c'est du Mélenchon, c'est-à-dire vous êtes français si vous dites liberté, égalité, fraternité. Alors maintenant, ils ont rajouté homosexualité, etc., etc. Mais voilà, donc ce qui fait que Danielle Obono peut être française alors qu'elle ne l'est pas. Elle ne sera jamais française, Danielle Obono, elle déteste la France. Et pourtant, la France lui a tout donné. Mais elle le déteste, parce qu'elle a été élevée comme ça. C'est la vision marxiste de la colonisation. Et voilà, donc elle peut être... C'est incroyable, c'est que la France lui a tout donné, y compris le poste de député. Les Français ont voté pour elle. Et malgré tout, elle continue à nous haïr. C'est pas la seule, elle a sa comparse, je sais plus comment elle s'appelle, Rokhaya Diallo, c'est pareil, elle ne sera jamais française. Mais pourtant, elle a les papiers, elle est française. Mais ça, c'est la définition de la gauche de la citoyenneté. C'est-à-dire, c'est l'adhésion à des valeurs. À des valeurs, voilà. Non, être français, c'est soit un héritage. Si vous voulez, quand elle n'est pas française, elle est républicaine. Elle est républicaine, voilà. En fait, c'est ça, et d'ailleurs, mais c'est tout à fait vrai, c'est que d'ailleurs, ils invoquent la République.
Contre la France, parce qu'ils savent que c'est leur bouclier contre nous. Exactement, parce qu'en plus, ils ont... bon, intellectuellement, ça vole jamais très haut avec Rokhaya Diallo ou Daniel Obono, mais ils ont des éléments de langage. Certains, notamment Rokhaya Diallo, elle a fait les Young Leaders, je ne sais pas si Daniel Obono l'a fait, mais qu'elle a obtenu, etc. Donc, tu vois, je suis raciste, je suis féministe, antiraciste, etc. Et donc ça, en gros, ça devient les valeurs de la République, féministe, antiraciste. Et donc, ça suffit pour être français, c'est-à-dire... Et donc n'importe qui peut être français. C'est ça. Et en fait, n'importe qui peut être républicain. En fait, c'est ça. Voilà, mais c'est-à-dire, c'est pour ça que la vraie question, c'est qu'est-ce qui est compatible avec quoi. Mais qu'est-ce qui est compatible avec la République? Est-ce que le catholicisme aujourd'hui est compatible avec les valeurs de la République actuelle? L'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie, bah non. Il n'y a pas grand-chose de compatible. La simple loi naturelle n'est pas compatible avec les lois avec aujourd'hui, ce qu'ils ont fait. Moi, je suis comme le colonel de la Roque. Pourquoi on peut très bien le système républicain, l'élection me satisfait tout à fait. Mais là, la République telle qu'elle est là, voilà, il n'y a pas grand-chose de compatible avec, on va dire. À moins que vous adhérez. Les seules choses qui sont compatibles, voilà, c'est du Daniel Obono, c'est du Jean-Luc Mélenchon, c'est du Macron. La France n'a pas de culture. Voilà. Et puis il faut oser le dire. On est français parce qu'on l'a hérité, parce que nos parents ont construit ce pays. Pour certains, dont je fais partie, aussi loin que je remonte, mes parents ont toujours été en France. Alors, comme je suis lorrain, du côté, sans doute aussi un peu de terre d'empire, mais globalement en tout cas, ce qui est évident, c'est que je mérite d'être français par le travail de mes ancêtres. On hérite de la manière que si vos parents meurent et vous lèguent une maison, vous n'allez pas considérer que le mec qui passe dans la rue a le même droit sur cette maison que vous. Bah, c'est ça, j'ai plus de droits parce qu'effectivement c'est mon héritage. Mon héritage. Mais sur cette question du voile islamique ou de la religion, on voit vraiment qu'on veut déplacer le problème en fait, pour ne pas... En fait, les élites mondialisées qui voient leur projet se gripper sur le réel d'une certaine manière sont en train de déplacer le problème et afin de ne pas régler les problèmes d'immigration, le problème de démographie, le problème de natalité, tous des problèmes qui sont politiques, on déplace cette question sur une question, on va dire, de signes religieux où on focalise sur un détail. Et en fait, ça me fait penser vraiment à l'idéologie néoconservatrice. C'est-à-dire, le conservateur, lui, veut préserver ce qui est de l'ordre de la loi naturelle et de la loi divine. Le néoconservateur, donc lui qui est au départ un trotskiste, en fait, lui, ce qu'il veut conserver, c'est les acquis de la société ouverte, c'est les acquis de mai 68. Et en fait, ces gens-là se crispent, et même un Oudoul est dans cette configuration, il se crispe face au potentiel réactionnaire qu'ils voient dans l'islam. C'est ça qui les dérange. C'est pas l'invasion. Il y a quelque chose qui me, justement, paradoxalement ça me fait penser à l'ouvrage de Houellebecq, Soumission. Qui a été à mon avis faussement interprété comme pour dénoncer l'abandon, etc. vis-à-vis des musulmans, etc. Pour moi, l'effondrement des valeurs françaises. Mais pour moi, Houellebecq, c'est pas ça qu'il décrit. Il se pose la question du célibataire de 40 ans. Qui doit payer de plus en plus cher pour avoir une copine, qui en a marre d'avoir des prostituées, et finalement à qui la polygamie propose une alternative. Donc, tu pourras continuer à tu pourras avoir 4 femmes, une plus jeune, etc. Et à mon avis, c'est plutôt ça le bouquin de Houellebecq, plus qu'une critique de l'abandon vis-à-vis de l'islam, etc. C'est justement ce postmodernisme, ce néo-conservatisme entre guillemets, donc de la société ouverte, qui n'aboutit à rien. Qui aboutit en fait, j'ai 40 ans. Je ne peux rien construire. La copine du héros qui est juif, ça part s'installe en Israël parce qu'elle en a marre. Et lui, il est tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, parce que lui, sa vie, bon, ça c'est du Houellebecq, sa vie tourne autour de son activité sexuelle, en gros. C'est son seul centre d'intérêt à part l'université. Et finalement, il dit tiens, c'est pas si mal. Finalement, la polygamie, comme ça. Et c'était très intéressant quand justement, c'est plus ou moins le recteur de l'université qui lui dit mais vous choisira une femme, vous la prendrez, voilà. Et moi je pense au contraire que Houellebecq il a voulu insister sur l'absurdité du modèle de la postmodernité, où finalement le type se dit finalement
va peut-être me permettre de continuer à coucher avec des filles plus jeunes que moi, et à trouver du sens. Voilà, c'est ça. Et donc, on est exactement dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les néoconservateurs, les postmodernes, c'est un peu comme des hamsters dans une roue, ils accélèrent, quoi. Mais en fait, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Et leur modèle de société va s'effondrer. Et d'autant que l'islam qui nous envahit, c'est leur frère jumeau, en fait. C'est leur miroir, parce que ce wahhabisme, en fait, c'est comme le protestantisme américain. Enfin, c'est quelque chose qui est basé beaucoup sur la réussite matérielle, sur le m'as-tu vu. Et en fait, on voit même en interne dans l'islam, si vous voyez des pays comme la Turquie, ou des pays qui avaient leur forme d'islam traditionnel, ils vivent eux-mêmes mal, notamment la population, l'arrivée de néo-convertis à ces formes d'islamisme-là, de synthèse, en fait. Et donc c'est quelque chose qui ne pourrait pas se développer de cette manière-là s'il n'y avait pas le soutien impérial, on va dire, américain depuis le début avec les Saoudiens. Donc c'est quelque chose qui est anormal. En fait. On le voit notamment avec Rokhaya Diallo. On voit avec quoi elle part et avec quoi elle revient. Donc là, une idéologie rudimentaire, parce qu'il faut que ce soit facile d'accès, parce que ça ne vole jamais très haut, mais répétée avec beaucoup d'agressivité. Donc tout ça est exporté chez nous. Et je comprends encore une fois très bien qu'il y a des Français qui en est jusque-là, il y a des réactions vis-à-vis qui sont... Mais ça doit être, comment dire, il faut distinguer. Ce qui est quand même problématique à l'heure actuelle, c'est que une chose, c'est les réactions de la population, et une autre chose, ça doit être les réactions et le projet des hommes politiques. Et en fait, si on veut faire de la politique ou du politique, on doit être, le modèle, c'est le général de Gaulle, on doit être dépassionné et voir les choses dans leur ensemble et avoir un projet pour chaque chose. Et en fait, on dirait que tout le monde est en train de réagir en permanence surtout aux injonctions qui sont jetées. Et en plus, on balance de la laïcité, et on fait un parallèle avec l'Église catholique. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'en 1905, il y avait une guerre de religion en France et qu'on a mis la laïcité pour arrêter que les protestants et les catholiques sont... Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est parce que il y a les républicains, on peut dire sincères, qui voient la République comme l'ordre, l'État en fait, et puis il y a les républicains à la Péillon qui définissent clairement que la République a une religion et qu'elle doit imposer sa religion à la place, sa religion des droits de l'homme et de l'humanisme intégral à la place des religions traditionnelles en fait. Tout à fait. La résurgence de l'islam leur pose un problème là-dessus, parce qu'ils ont abattu le catholicisme, c'est pas pour se retrouver maintenant avec les populations qu'ils ont fait eux-mêmes venir, qu'ils ont fait venir pour détruire la souche française. Là, ils se retrouvent de nouveau avec... là, c'est l'ironie de l'histoire. C'est ça, mais c'est l'absurdité qui est assez caractéristique de ce qu'on a observé, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un militant homosexualiste, et de l'autre côté une mère de famille identitaire, je ne veux pas dire radicalisée, a priori si elle est très active dans un... à la limite peu importe, elle aurait très bien pu être... Voilà, et donc en fait idéologisée, et nous les blancs, on assiste à ça. Et on nous force à nous positionner. Et nous, il faut qu'on... Vous êtes celui qui vous représente, c'est l'homosexuel. Non, enfin, ça dans ce cas, ça veut dire que vous êtes des blancs chauds. Voilà, c'est ça. En fait, on s'en sort... Donc ça, c'est ce genre d'injonction où la logique du tiers exclu. Voilà, donc c'est pas possible. C'est à nous de forger le projet politique qu'on veut et de pas nous laisser imposer des catégories qui sont pas les nôtres. De toute manière, sur cette question je pense, de l'adhésion, je dirais pas à la République, mais à la France de ces populations-là, à mon avis, ce qui va être le révélateur, c'est l'effondrement économique de l'État. Parce que si l'État continue à être géré comme il est par Emmanuel Macron, vous allez sur différents analystes économiques sérieux, je ne parle pas des illuminés qui annoncent des crises à longueur d'année. Globalement, c'est aujourd'hui, avec les taux négatifs en sont je recommence d'ailleurs le site internet, le canal YouTube de Insolventiae, qui est vraiment très bon. Donc les taux négatifs sont synonymes d'une crise structurelle qui devrait arriver. Et à ce moment-là, et en plus, il peut y avoir d'autres éléments. Si l'Italie ne tient plus, est obligée de sortir de l'euro, l'euro va s'effondrer, on ne pourra plus emprunter, nous, pour le coup, on ne pourra plus emprunter les taux négatifs. Donc notre dette aujourd'hui, c'est 100% du PIB. Qu'est-ce qui va se passer quand, pour pouvoir réemprunter, il faudra faire on empruntera à 5%. Ou à 10%. Des taux ukrainiens, on va dire.
il faudra taper dans le gras, et le seul gras sur lequel il reste à taper, c'est l'aide médicale gratuite, c'est les allocations familiales, c'est voilà, et on verra si c'est il y avait justement cette militante au moment de mes manifestations contre l'islamophobie, avec son panneau avec les fautes d'orthographe, le double échec de la gauche, faute d'orthographe sur 5 mots, et immigration, on a eu la totale. Est-ce que cette femme sera autant attachée à la France le jour où il y aura un effondrement des allocations familiales? Je ne préjuge de rien, mais simplement on le verra. Est-ce qu'elle aime la CAF ou elle aime la France? Voilà, c'est ça, la CAF ou est-ce qu'elle aime la France? Donc je ne fais pas de procès d'intention, on verra à ce moment-là si c'est vraiment si c'est l'amour de la République et de la CAF, ou si c'est l'amour de la France que vous ou moi on peut avoir, parce que c'est la terre de nos ancêtres, parce que on estime que eh bien, le rôle du peuple français et de la France dans l'histoire de l'humanité a été spécifique et bénéfique. Hein, et voilà, le nationalisme, c'est contemplatif. On se dit, mon Dieu, mais c'est quand même nous qui avons fait tout ça. C'est pour ça que n'importe quelle nation ne peut pas être nationaliste, au sens français du terme, au sens russe du terme. Je cite Ivan Ilin. Hein, c'est un amour et c'est une contemplation de la réalisation de notre peuple et de notre pays. C'est ça qui est. Et là, on verra. Vous et moi, nous sommes persuadés, nous avons raison de l'être, que l'apport de la France et du peuple français à l'humanité est exceptionnel, comme les Russes, comme les Anglais, voilà. Nous sommes un grand peuple, une grande nation. C'est ce qui nous fait vivre, et ce qui fait que même si la France va connaître une grave crise économique, etc., bien, on fera tout pour essayer de se battre, redresser, on travaillera, voilà. On n'ira pas tout casser parce que tout d'un coup on ne soit plus des allocations familiales. Et surtout, on n'en voudra pas à la France. Limite, on peut s'en vouloir à nous d'avoir mis des élites comme ça au pouvoir depuis 50 ans. Et donc, pour moi, je pense que l'heure de vérité viendra à ce moment-là. On peut très bien, alors c'est très dur de dire quand les crises vont éclater, mais la crise des subprimes, elle aurait pu exploser 2 ans avant ou 2 ans après, il y a une succession d'événements. Mais une crise de la zone euro, c'est tout à fait possible, il y a des tas de choses qui peuvent... Ah oui, là, ça va être le... Et là on verra si c'est l'amour de la France ou l'amour de la CAF. Et là, les questions périphériques de savoir qui est musulman, qui ne l'est pas, là, ça sera... La question du voile... Voilà, ça sera autre chose. Là. Ça sera la question de qui est avec toi et qui est contre toi. Voilà, c'est ça, exactement ça. Bon, mais merci Monsieur Moreau, merci et à bientôt. À bientôt. I wanted to ask you about the alleged roundup, abduction and torture of gay men in the Republic. What, Mr. President, do you want to say about that? Вот сейчас, почему он приехал, пришел к тому, да, вопросу, да, это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, да, чтобы не было, да, чтобы очистили кровь, там, если есть таких, пусть забирают. Там. But do you not get concerned when you read these accounts of young men who say they've been tortured for days? Does it concern you as a matter of law and order in the Republic when you hear these stories? Они шайтаны, они поддажные, они не люди. И будьте они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это. Do you regard the United States as an enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. أصبح عربو 3% كيسنابو 3% عربو كيسنابو أوش خزدات بيسن دعنا بورستك عطوش دوش طلب أوجي دخدو عرب شو عدو كيرس دعنا لا كده عملوا لي كده تغرد عربو شو حالي نوختي تشوفي نوختي بيت باتشوفي أوش مولي رويت كده دعنا وبورس دندات وموز ناس دندوي موز داس ديت دندوي كده أوش بورس ناس عربو تنتعاوتي دعنا وتحال نوختي كيس نوعت وشاد بوسا مضغ كده نوختي كيس نوعت وشاد بوسا مضغ كده والدين دعنا
Peygamber doğan, peygamber ne vasi boy. Arab bu peygamber ashab bu. Peygamber şaverik tutan dağıt ambil arab mu şaverik kılış doğan. Ugi hala boy leelish doğan. O taana baka baka doğan. Arab var aç doğan. Tutan da wala nu waytan doğan. Mu wuru arab da wala tak bu wuru kida. ومتى حدا غازو قايقناش بيتش غازو والله بالله طلع غازو طوان بور موسيه والله بالله طلع غازو طلع حال غازو طوان بير موسيه بس كده غازوة حاجات بايمر سنة قلداس بول طوان بوتاغيستان وبيوش رسي باش عاوزين تعايزين وي هيتشو سستاوي دون شايلين داش رسي سن قد داينا زستلون بيرغا ورم مش عبد دويال يبايمر سنة قلداس بول طوان دو غازو خليشي دول خليشي حالات حديثك عطيش خليشيات انا كده بايمر تشبه طوان بالمباس كده تن اصحاب اذا وغبش دينا انا ولا دينا نعصي تشدون صار بي مو مثل اصحاب شلون شايف بدك صار دعوه ابن ايش ما بدون والله ازديلك دوي بوش سو ماشي دون ليست خلاص ال دو عشرس هو ماشي فاش والله ال ازديلك وغبش تن حاجه تقدر تشاور مو وشل دون هو عرب وعير مسلم لعمر رسول مسلم بول لا اشو دين ليلو تسو كده ديل بس ديل شنو ديل وهو اسمه اللي قاعد ولا لا بدنا بيحكي عن ما بعد هو شو هذا كتحلت عندها كتعادل الموضوع ليلو بدأت كده والله دوت ديل دخل بوس حين شو أخيلري تبي أنا خيلري مو خيلري حي عند في قوة على منها خليجي هتشوف ولا شيء الحي اللي هتشوف تسحبه كان يحكي بروبليم شو مايو الثانيين مايو Врага России, где бы он ни был, мы встретим в его же логове. Мы публично заявляем об этом на весь мир, чтобы всем было ясно и понятно. Да здравствует наша великая Родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!